Actuellement, il s'agit du plus grand massacre de l'histoire moderne en Iran. Ils possèdent des snipers et des mitrailleuses militaires qu'ils tirent sur la foule. Ils sont tellement en colère vu la quantité de sang qui a été versé qu'ils s'en fichent. Ils ne se soucient plus de mourir. Soutenir le peuple iranien actuellement ne vise pas son bien, mais à éliminer votre propre ennemi grâce à lui. Bienvenue sur JNS Télévision. Je suis avec Armin Navabi, auteur, activiste iranien à l'étranger et fondateur de l'Athéiste République, grande communauté laïque et ex-musulmane mondiale. Armin est aujourd'hui une voix importante contre l'islamisme et l'autoritarisme religieux, inspiré par son vécu sous la République islamique d'Iran. Par ses écrits et son engagement, il est devenu un défenseur majeur de la liberté d'expression et de la laïcité au Moyen-Orient et ailleurs. Bienvenue, Armin. Merci de m'avoir invité. En plus d'être contre l'islamisme, je suis aussi opposé à l'islam et je constate que de plus en plus d'Iraniens deviennent anti-islam. Et je pense, d'après ce qui se passe actuellement en Iran, que si l'islam avait encore une chance de survivre auparavant avec les crimes que la République islamique vient de commettre, je pense qu'ils viennent de perdre toutes les chances qui leur restaient. Je viens de voir une vidéo d'une mère en deuil cherchant son enfant parmi les sacs mortuaires. Et à la toute fin, dans les dernières secondes, elle a commencé à maudire les figures les plus sacrées de l'islam chiite. Et je reçois tellement de témoignages de personnes, pas seulement de notre génération ou des plus jeunes, mais aussi de la génération plus âgée, disant qu'elles ne mettraient jamais les pieds dans une mosquée. C'est juré non seulement contre la République islamique et Khamenei, mais aussi contre les figures les plus sacrées de l'islam chiite. Nous en discuterons plus en détail, mais d'abord, parlons de la situation actuelle. Et maintenant, Armin, tu as couvert cela chaque soir et tu as longtemps dit que ce régime ne pouvait pas être réformé. Qu'est-ce qui distingue ce soulèvement de ceux de 2009, 2019, 2020 et 2022? Pourquoi a-t-on le sentiment que c'est un point de non-retour pour la République islamique? La principale chose qui se passe en ce moment, c'est le plus grand massacre de notre histoire moderne en Iran. Et c'est incroyable que plus de gens ne en parlent pas. Et d'ailleurs, Émilie, merci beaucoup pour ta couverture. Tu es une héroïne pour nous, les Iraniens. J'espère qu'après tout cela, nous pourrons t'accueillir en Iran comme tel. Parce que ta couverture et tout ce que tu as fait ont été tellement précieux et nous n'oublierons jamais, jamais ce que tu as fait pour nous. Merci à toi et à tous les Israéliens qui nous ont soutenus pendant cette période très difficile. Nous n'oublierons jamais cela. Mais aussi pour répondre à ta question, la raison pour laquelle c'est différent. La raison pour laquelle c'est différent des précédentes, c'est que nous ne nous battons pas seulement contre la République islamique, nous nous battons pour quelque chose, nous nous battons pour le retour de Pahlavi en Iran. Les autres vagues de cette révolution étaient surtout simplement contre la République islamique, mais nous n'avions pas de vision claire, nous n'étions pas unis sur ce que nous voulions dans cet endroit et maintenant nous l'avons et les gens en Iran prennent des risques, donnent leur vie juste pour pouvoir crier son nom dans les rues d'Iran. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement notre révolution, mais c'est aussi votre révolution. C'est une révolution pour Israël, c'est une révolution pour l'Amérique et c'est une révolution pour le reste du monde. Parce que le peuple iranien, de la même manière que les Israéliens ont payé le prix le plus élevé pour combattre un mal qui menace le monde entier, le peuple iranien paie aujourd'hui aussi le prix fort pour lutter contre le même mal qu'Israël combat depuis longtemps. Cela sauvera non seulement le peuple iranien, mais aussi le monde entier. C'est pourquoi, lorsque nous demandons de l'aide, c'est cette aide qui vient à nous. Si elle arrive enfin, éventuellement, espérons qu'elle arrive. Ce n'est pas un acte de charité, mais une coopération, car le peuple iranien paie la plus grande part du prix pour s'en débarrasser. D'un mal qui ne vise pas seulement le peuple iranien. Je veux dire, j'ai grandi en Iran. On nous disait toujours que le but ultime était la domination mondiale. On nous disait que Pahlavi était la première étape. Israël est le petit Satan, ce qui est la deuxième étape, et les États-Unis sont le grand Satan, ce qui est l'étape finale. Cela mènera à la domination mondiale finale.
Je ne dis pas qu'ils réussiront un jour, mais étant donné que c'est leur objectif, vous pouvez imaginer à quel point ils représentent une menace pour tout le monde dans le monde entier, étant donné que leur objectif est de démanteler complètement l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Donc, soutenir le peuple iranien en ce moment n'est pas seulement pour cela, mais aussi pour le bien du peuple iranien. Vous aidez le peuple iranien à se débarrasser de votre ennemi, mais c'est eux qui paient et s'en souviendront toujours. Il faut aussi comprendre que pour Israël, les États-Unis et d'autres, éliminer la République islamique serait un grand avantage, mais aussi la relation que l'Iran aura avec votre pays par la suite, c'est encore quelque chose en plus. Parce que notre État va passer du statut de partie du problème à celui de partie de la solution, surtout pour Israël. Nos forces armées, notre Artish, vont coopérer avec les forces de défense israéliennes. Quand il s'agira de lutter contre les groupes terroristes tout autour de notre région, vous savez, notre SAVAC va coopérer avec le Mossad pour les opérations de renseignement dans le voisinage. Donc nous allons être alliés, comme nous l'avons toujours été depuis 500 ans. Nous allons redevenir alliés et travailler côte à côte pour neutraliser nos ennemis. Donc en ce moment, l'aide que nous recevons va renforcer le lien que nous aurons après le succès de cette révolution. Donc, d'une manière ou d'une autre, laissez-moi être clair, parce que même si nous ne recevons aucune aide, nous, le peuple iranien, nous allons nous débarrasser de la République islamique. L'aide que nous demandons n'est pas nécessaire pour se débarrasser de la République islamique. L'aide que nous demandons vise à réduire le coût. C'est pour réduire le coût de l'élimination de la République islamique. Et c'est aussi pour que la relation que nous allons avoir avec les pays qui nous ont aidés, nous la renforcions, que nous renforcions ce lien. Et c'est essentiellement une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Le bénéfice pour nous, c'est qu'il y aura moins de morts parmi nous. Le bénéfice pour les États-Unis et Israël, c'est que nous n'oublierons jamais l'aide que nous avons reçue. Cela renforcera notre lien et notre coopération. L'Iran est une grande nation, j'en suis sûr. Être allié au pays que nous deviendrons sera un grand atout pour tout État qui saisit cette chance et contribue à limiter ce massacre. C'est un point important. Combattre le régime aide tout le monde ici et retarder l'aide ne fait que ralentir sa chute. Et comme nous en avons parlé, plus meurtrier. Comme vous le savez, le régime continue de propager ce mythe de l'ingérence étrangère tout en important des milliers de terroristes d'Irak pour écraser les manifestants iraniens. Que nous révèle cette contradiction sur l'identité des véritables acteurs étrangers dans cette équation? Je veux dire, tout ce dont ils nous accusent, ils l'ont eux-mêmes fait. Ils ont fait pire pendant la Révolution et pourtant ils célèbrent la Révolution, celle de 79. Formés par les Palestiniens, aidés par la Libye et d'autres pays, ils ont reçu beaucoup de soutien et d'entraînement. Ils ont reçu des munitions des soi-disant Palestiniens et de la Libye, et maintenant ils nous accusent de soutenir le terrorisme dans les rues. Ils ont incendié des cinémas avec des gens à l'intérieur juste pour pouvoir en rejeter la faute sur le chat. C'est de la projection, mais concernant l'intervention étrangère, aucune révolution n'a réussi. Je veux dire, il n'y en a pas tant. La plupart des révolutions ont réussi. Grâce à une aide étrangère, notamment française, la révolution des États-Unis a réussi. Donc je ne comprends pas, genre, quel est le problème avec ça. Le peuple iranien, beaucoup de gens critiquaient les Iraniens en disant qu'ils devraient faire ça eux-mêmes, sans aucune aide étrangère. Maintenant, nous voyons le coût de la révolution. Le peuple iranien a accompli bien plus que ce que quiconque aurait pu imaginer. Vous voyez combien de personnes meurent. Un peu d'aide aurait nettement réduit le massacre. Encore une fois, toute personne qui affirme refuser l'intervention étrangère. Que montrent les données empiriques sur les effets de l'isolationnisme? Chaque société qui est devenue prospère, qui est devenue une grande nation, l'a fait grâce à la coopération et avec d'autres grandes nations, avec des alliés. Donc l'Iran a un énorme potentiel pour devenir une grande nation. Et toute personne qui nous aide en ce moment n'est en fait que le début de nombreuses futures collaborations à venir. L'Amérique est la plus grande superpuissance mondiale et elle a débuté comme État-nation grâce à l'aide française pendant sa révolution. Pourquoi ne pas demander un peu d'aide pour notre révolution?
Oui, tu soulèves un excellent point. De nombreux Iraniens ont entendu les discours forts du président Trump et de Steve Witkoff. Ensuite, ils ont constaté qu'aucune action n'a suivi ces discours, menant finalement à un bain de sang barbare du régime. D'après ce que tu entends directement des gens sur le terrain, à quel point ce silence a-t-il été préjudiciable et qu'est-ce que les Iraniens ont besoin de voir maintenant? Je veux dire, y a-t-il encore un élan? Donc il y a encore de l'élan, parce que chaque rapport que je reçois de l'intérieur de l'Iran, ce que j'entends, c'est que même s'il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Donc tu as parfois la présence est vraiment forte, parfois elle diminue un peu, mais ce n'est pas parce qu'elle diminue un peu que la volonté, la motivation a disparu, n'est-ce pas? Parce que ce que j'entends, c'est qu'ils attendent de recommencer. Ils attendent une autre étincelle pour repartir, pour retourner dans les rues. Et en fait, plus qu'avant, tout ce que j'entends, chaque personne venant de l'intérieur de l'Iran, c'est qu'ils sont tellement en colère, vu la quantité de sang qui a été versé, ils s'en fichent, ils ne se soucient plus de mourir. Et ils pensent que selon leur compréhension, le prix qu'ils ont payé jusqu'à présent est trop élevé pour que cela n'aboutisse pas. Donc j'entends des gens en parler comme s'ils parlaient de quelque chose de très banal, du genre Oh oui, mon frère est mort, ma sœur est morte, mon voisin est mort, et nous attendons de voir quand nous pourrons sortir à nouveau, comme si ça leur plaisait, tout en racontant qu'ils voient des gens mourir juste à côté d'eux. Le truc fou, c'est que beaucoup de gens en parlent. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort. C'est à quel point le niveau de mort, de tuerie a été élevé. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort, ce qui est fou, ce qui est fou. Et le fait qu'ils ont hâte de retourner dans la rue. Les gens viennent, ils enregistrent leur audio ou envoient leur message et ils disent qu'ils attendent une nouvelle occasion en ce moment. La présence militaire est forte, principalement composée du Hashd al-Shaabi, Irak, des Fatimiyun, Afghanistan et des Zainabiyun, Pakistan. Ce qui suggère que les Iraniens eux-mêmes, qui font partie du régime, semblent refuser d'obéir aux ordres, n'est-ce pas? Et ils ont essentiellement amené les supplétifs. Les terroristes d'Afghanistan, du Pakistan et d'Irak, donc le Yahashd al-Shaabi, qui est le Front de mobilisation populaire, vient d'Irak. Fatimoun d'Afghanistan, Zainabioun du Pakistan. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais une grande partie des personnes qui ont été tuées en ce moment viennent de ces terroristes étrangers que la République islamique fait venir. Et ça, c'est une ligne rouge que même certaines personnes au sein du régime ne peuvent pas tolérer. Et je pense que cela va provoquer beaucoup plus de défections en voyant des étrangers venir en Iran et tuer des Iraniens. Mais la manière dont ils annoncent avoir des snipers et des mitrailleuses de qualité militaire pointées sur la foule, les rapports suggèrent qu'ils ne visent personne en particulier, ils pointent simplement dans la foule et tirent. Un rapport mentionne entre 4 et 25 enfants dans le parc scandant des slogans. Les forces armées sont arrivées et ont tué tous ces enfants. Il y a des rapports de personnes arrivant avec des sacs à dos parce qu'elles ont des bouteilles d'eau pour tout le monde, elles ont des serviettes pour tous les autres, et tout le monde s'encourage mutuellement. Quand ils descendent dans la rue, ils se regardent et se félicitent mutuellement. Il y a des rapports de personnes. On rapportait que des personnes âgées se tenaient devant et que les plus jeunes essayaient de les faire reculer. Les personnes âgées disaient que jeunes, nous devrions construire le pays, alors laissez-les passer devant pour être touchés en premier. Il y a eu un rapport concernant un mari et une femme qui étaient dans les usines et la femme a raconté qu'ils sont passés devant un corps sans vie. La femme a dit à son mari, si je me fais tirer dessus, fuis pour que notre fille ne soit pas orpheline. De nombreux messages similaires circulent. Il y avait, je ne sais pas si tu as vu l'enregistrement audio sur Manoto, il y avait la fille d'un haut responsable du corps des gardiens de la révolution islamique qui a appelé en pleurant. Elle avait si honte d'appartenir à la famille du régime qu'elle assurait au peuple iranien, je vous promets que nous ne sommes pas avec eux. Honteuse et coupable d'en faire partie, elle suppliait les forces armées de déposer les armes. Oui, diffusons ce passage en fait. فاطمه جان درود به شما، به برنامه خوش اومدید.
Salam. C'est demande. Oui, madame. Raza est ici. Bienvenue, madame. J'appelle à l'intérieur du régime. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Mon père est l'une des forces les plus oppressives. Je suis certaine que mon père a commis tous ces crimes. Fatima, nous, la mort du bord. Où devrais-je aller? Une photo, un film, un documentaire? Nous ne sommes pas comme eux. Je suis allée à l'armée. Ils m'ont arrêtée à cause de mes amis, mais ils m'ont reconnue. Mon père m'a libérée. Mes amis ont été tués. Ce sont eux. Le crime, ce n'est pas nous, ce sont ces gens-là. Nous sommes la famille de ces personnes, mais eux, ils tuent leurs enfants. Ils les répriment. Tu sais ce qu'ils ont vécu ce mois-ci? On a entendu que ces pères étaient bouleversés. Ils nous ont tellement battus, ils nous ont demandé de prier, ils nous ont demandé de veiller la nuit. Nous étions furieux. Si j'avais pu, j'aurais été la première à les tuer. Il y avait une autre personne qui a appelé Manoto et elle mentionnait que sa sœur avait la sclérose en plaques et elle était, malgré sa canne, elle a rejoint la manifestation, puis tout le monde a fui quand les tirs ont commencé. Elle ne pouvait pas courir vite à cause de sa canne et ils lui ont tiré dessus. Quand elle est tombée, d'autres ont tenté de la récupérer, mais eux aussi se faisaient tirer dessus. Donc, 4 corps sont tombés juste à côté d'elle et finalement sa sœur. Elle était au sol et elle respirait encore. Bien qu'elle ne puisse plus bouger, ils lui ont tiré une autre balle dans le cœur et l'ont tuée au sol. Il y a tellement de vidéos. La vidéo que je viens de regarder avant de venir ici, je l'ai déjà mentionnée. Une mère cherchant son enfant parmi les corps finit par maudire les figures saintes de l'islam. Il y en a tellement, c'est tellement, je veux dire, c'est incroyable. Et aussi, je reçois des informations selon lesquelles le nombre, enfin, je ne sais pas, il faut vérifier cela. Mais beaucoup de gens d'Iran disent que le chiffre de 12 000 ou 20 000 qu'ils annoncent, c'est une blague. C'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas s'ils peuvent évaluer les chiffres, mais c'est ce qu'ils affirment. Selon eux, les chiffres sont bien plus élevés. À voir. Mais ma perception en ce moment, c'est qu'une fois que nous aurons vraiment les rapports complets, je pense que nous sommes témoins de l'un des plus grands massacres de l'histoire. Et je pense que beaucoup de gens vont avoir honte pendant des décennies, soit pour être restés silencieux à ce sujet, soit pour avoir détourné le regard. Beaucoup considèrent cela comme une violation des droits de l'homme. Une violation des droits de l'homme, c'est quand vous faites cela aux citoyens d'un autre pays. Je ne pense pas qu'ils aient un nom pour ça. Je ne pense pas qu'ils aient un nom pour ça. Quand un régime fait cela aux personnes qu'il est censé gouverner, c'est une violation des droits de l'homme. Si un gouvernement, si son armée attaque un autre pays et agit ainsi envers sa population, c'est ce que fait la République islamique. L'Iran n'a pas de nom, nous n'en avons toujours pas trouvé. Mais voilà le problème. Je ne veux pas être uniquement négatif, parce que le prix à payer est vraiment, vraiment élevé. Mais ce que nous obtenons en vaut la peine, et je le sais. Le peuple iranien continue de se battre malgré tout ce qu'il a payé, donc il pense aussi que ça en vaut la peine. Et finalement, quand nous réussirons, ce sera, vous savez, un point pivot, comme un tournant dans l'histoire. Je pense que cela va tout changer. Je pense que vous allez voir l'Iran devenir une solution majeure à beaucoup des problèmes que nous voyons au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Nous allons être une source de laïcité, de démocratie. Comme lors de l'arrivée au pouvoir de la République islamique, elle est vite devenue un problème en Iran, dans la région et le monde entier. Je crois qu'un Iran démocratique et laïque deviendra une solution mondiale majeure. Nous allons avoir un impact positif sur tous nos voisins, surtout dans cette région, sur tous les pays de cette région. Et je pense que les idées, parce que le peuple iranien possède les bonnes valeurs, les valeurs de la laïcité, de la démocratie, des droits individuels, de l'égalité devant la loi, de la séparation des pouvoirs, toutes les valeurs qui rendent une société grande. Le peuple iranien possède cela, et c'est pourquoi il ne mérite vraiment pas le régime qu'il subit. Parce que le meilleur peuple s'est vu imposer le pire régime. À mon avis,
Je pense que la nation d'Israël et la nation d'Iran sont les deux groupes de personnes qui luttent pour la vie dans une mer de mort tout autour d'eux. Et je pense qu'Israël mérite de ne plus être seul dans cette région. Donc, je pense qu'en libérant l'Iran, Israël aura enfin un allié, un partenaire qui combattra à ses côtés. Je pense que cela ira loin et que nous verrons beaucoup de choses. C'est pourquoi je le dis. Israéliens, ne pensez pas à cela. Si vous vous impliquez, j'espère que vous le ferez. Américains, ne le faites pas que pour vous, faites-le aussi pour vous-même, je vous le promets. Vous allez en voir les bénéfices, les retombées. Cela va être. Vous n'allez pas regretter d'être, vous voyez. Je veux dire, avec ou sans aide, nous allons réussir cette révolution, mais justement parce que nous allons réussir, vous ne le regretterez pas. Participez à cela et être responsable de notre réussite. Nous attendons et je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quand ça sortira, mais je suis content de l'avoir entendu. Israël a retardé l'attaque non pas par manque de volonté d'aider, mais parce qu'il jugeait l'attaque initiale insuffisante. Et il voulait quelque chose de plus significatif et important, donc c'est la raison du retard. Et je comprends cela parce que la République islamique, si elle sait que c'est la fin, elle lancera tout ce qu'elle peut contre tout le monde autour d'elle, surtout contre Israël. Il est crucial que l'attaque protège les vies israéliennes. Tant que c'est le cas, nous comprenons le retard. Oui, j'ai aussi entendu que les chiffres sont bien plus élevés que ce que montrent les médias actuellement. Je souhaite aussi vous interroger sur la campagne de désinformation agressive menée par le régime et ses partisans en Occident. Je me demande si vous pouvez expliquer comment fonctionne le lobby iranien et pourquoi il s'emballe. À des moments comme celui-ci, quand le régime est le plus en danger, je veux dire, on voit même des personnalités comme Tucker Carlson reprendre des arguments qui profitent au régime. C'est drôle. Vous avez eu un moment viral avec Goldie Gamari cette semaine, lorsque les diatribes de Tucker Carlson étaient diffusées par le régime à la télévision d'État. Comment fonctionne cette opération psychologique et pourquoi est-elle si efficace pour embrouiller les publics occidentaux? Oui, donc la République islamique a, si je veux simplifier, elle a les conservateurs et les réformateurs. Et les réformateurs sont un problème bien plus important que les conservateurs parce que les conservateurs ne savent pas faire de la politique, mais les réformateurs, eux, savent. Ce sont des prétendus réformateurs, non? Les soi-disant réformateurs. En réalité, ils sont bien plus brutaux et barbares, mais ils savent faire de la politique et ils savent aussi sauver les apparences. En gros, ils font semblant d'être civilisés et de respecter les normes internationales. Et les réformateurs, les soi-disant réformateurs, des gens comme Rouhani, Zarif, Irakchi, Tajzadeh et d'autres comme eux, ils ont réussi à euh, comprendre exactement comment s'infiltrer dans le système politique américain et ils travaillent sur ces réseaux depuis de très, très, très nombreuses années. Je veux dire, même pendant Nayak, beaucoup de gens comprennent que Nayak fait partie de la branche réformatrice de la République islamique. Ils ont aussi tellement d'autres moyens, ils ont tellement d'alliés, ils ont tellement d'amis. Ils dépensent beaucoup d'argent pour construire ces réseaux, pour avoir une certaine influence sur Washington, District of Columbia. Et c'est pourquoi les réformateurs sont très importants parce qu'ils avaient aussi un plan. Ils avaient un plan pour vendre leur chef de l'opposition, leur propre candidat au poste de chef de l'opposition aux États-Unis, comme par exemple Narikis Mohammadi ou Taran Ali Dusty ou quelques alternatives à la princesse Opalavi, pour qu'ils puissent, comme on dit en Iran, passer à une troisième république. La première et la deuxième sont Khomeini. La troisième serait une république islamique qui va prétendre avoir réformé et que tout va bien. Mais si vous observez le parcours des personnes qu'ils choisissent comme alternative à la princesse Opalavi comme chef de l'opposition, vous le constaterez. Ils sont anti-impérialistes et ils sont anti-impérialistes. Enfin, techniquement, ils ne sont pas anti-impérialistes. Ils sont pro-impérialistes, mais ils se disent anti-impérialistes. Et ils sont anti-sionistes et ils sont anti-Pahlavi. D'ailleurs, pour les Israéliens, il est très révélateur que tous ceux qui sont anti-Pahlavi, presque tous, mais le diagramme de Venn correspond vraiment de très près.
La plupart des opposants à Pahlavi sont aussi antisionistes ou anti-israéliens, ce qui prouve que Pahlavi, ses partisans et nos patriotes sont du bon côté de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est très révélateur que le peuple iranien, le nom que tout le monde scande dans les rues d'Iran lors de ces manifestations, soit celui de quelqu'un qui est un ami très proche d'Israël et qui donne la priorité à la reconnaissance de l'État d'Israël dans leur plan de transition d'urgence en 100 jours comme priorité numéro 1 dès la première semaine de la politique étrangère. Si vous lisez réellement le livret, c'est donc quelqu'un pour qui cela est une priorité aussi élevée. Normaliser les relations avec Israël reflète le point de vue des Iraniens, montrant clairement leur position, n'est-ce pas? C'est très révélateur. En matière de lobby, il existe aussi un autre lobby plus sournois auquel il faut être vigilant. Parce que beaucoup de ces différents groupes influents à Washington, District of Columbia, ont été révélés au fil des ans. Ils restent influents, mais moins qu'avant. La République islamique a néanmoins réussi à faire de ses amis et de certains ennemis des groupes de pression à Washington. Donc, en faisant comprendre au Qatar, aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite que si je tombe, j'entraînerai autant d'entre vous que possible avec moi. Elle a effectivement transformé ces trois pays en ses propres groupes de pression à Washington, District of Columbia NC. La République islamique a de l'influence à Washington, District of Columbia, mais elle n'est jamais aussi puissante que celle de ces trois pays. L'influence de ces pays à Washington, District of Columbia est bien supérieure. Et en les menaçant, elle a ainsi transformé ces trois pays en opposant à un changement de régime en Iran, ce qui est une manière très efficace d'utiliser le pouvoir de lobbying de ces pays à Washington, District of Columbia, pour essentiellement obtenir ce qu'ils veulent. Nous arrivons presque à la fin de notre temps, mais je voudrais vous poser une question avant de vous laisser partir. En tant qu'ex-musulmane et l'une des principales voix contre l'islamisme, dans quelle mesure le rejet de la règle religieuse est-il central à ce soulèvement? À quoi ressemble un Iran post-république islamique selon les Iraniens vivant actuellement dans le pays? Avant cette vague de cette révolution, parce que je ne pense pas, je pense que la révolution a duré beaucoup plus longtemps. Ceci n'est que la dernière vague. Mais avant la révolution, euh, il y avait presque comme la grande majorité du peuple iranien était d'accord avec les quatre principes de la princesse à Pahlavi, n'est-ce pas? Donc l'intégrité des frontières, la démocratie, la laïcité, donc la séparation de l'Église et du pouvoir. Le quatrième principe, c'est l'égalité des droits pour tous les citoyens, n'est-ce pas? Donc la laïcité est la deuxième, je pense, plus haute priorité pour les Iraniens, à tel point que les sondages suggèrent même que les Iraniens musulmans veulent la laïcité. La plupart des Iraniens musulmans ne veulent plus de religion en politique. C'est donc positif. Euh, Cependant, ce que je pense, c'est que donc je ne pense pas que l'islam, la religion islam, aura la moindre chance en politique une fois que la République islamique tombera. Donc pour beaucoup de gens, y compris les musulmans, c'est une évidence. C'est tellement évident que ça ne mérite même pas d'être discuté. Il n'y a aucune chance. On va être extrêmement... Je ne pense pas... Enfin, je n'aime pas. Je pense aussi que très peu de partis d'extrême gauche auront une chance. Je pense que des lois seront adoptées pour interdire le communisme dans notre Parlement aussi, mais on verra. Je vais militer pour cela, n'est-ce pas? Mais donc je pense une autre question que nous devrions poser, qui est plus difficile à poser, c'est est-ce la fin de l'islam en Iran? Genre, finalement, je ne dis pas que ça va arriver tout de suite parce qu'il y a déjà quelques années, on était déjà à un point où on avait compris un changement de régime en Iran signifie la fin de l'islam en politique, la fin de la classe rouhani, la fin de la classe des mollahs, c'est la fin de tout ça. Mais maintenant, après les crimes commis par la République islamique, on se demande si l'islam en tant que religion dans son ensemble survivra en Iran. C'est la question en ce moment. Je vois qu'on manque de temps, donc je m'arrête là. Nous n'avons plus de temps. Merci d'avoir été avec nous, Armin Navavi, et d'avoir partagé sur ce sujet important.
En plus de ton excellent travail à Atheist Republic, j'encourage tout le monde à aller voir. Je suis peut-être partial car j'y participe parfois, mais ton travail est vraiment important, Armin. Puis-je dire une dernière chose? J'attends avec impatience que les Israéliens viennent célébrer avec nous près du tombeau de Cyrus. J'imagine autour du tombeau de Cyrus une vague de drapeaux iraniens, le lion, etc., ainsi que des drapeaux israéliens et iraniens fêtant notre victoire ensemble. Oui, j'ai tellement hâte d'accueillir enfin tous les Israéliens, qu'ils viennent en tant qu'invités en Iran pour célébrer cela ensemble. Et je voulais aussi ajouter Am Israelka et Javisha et merci. Absolument, nous avons hâte que ce jour arrive. Merci, Armin.